On a donc 4 intervenants. Donc d'abord Stéphane Castel, qui fait partie d'Atmosud et qui est responsable du pôle communication, innovation et marketing territorial depuis septembre 2018. On a Émilie Rambert qui est bénévole sur le projet Particules sur la partie contenu, conceptualisation et médiatisation. Thibaut Miquel qui est aussi sur le projet Particules en web développement. Et Gaël Cloarec qui est journaliste à Zibline, donc qui est un journal qui traite de la culture au sens large et qui s'intéresse donc spécifiquement aux questions liées à l'environnement. Je vais commencer par laisser la parole à Stéphane Castel qui va nous parler de qu'est-ce que la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est quoi? La pollution atmosphérique, pour nous, c'est un ensemble d'éléments solides ou gazeux qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui ont en commun d'être nuisibles pour la santé. Ils peuvent être produits par l'homme, on passe au gaz des pots d'échappement de nos voitures, aux fumées industrielles, mais ils peuvent être aussi d'origine naturelle. On a des sables désertiques ou du sel marin qui peut se retrouver dans l'air et qui fait aussi de la pollution. Quand on parle de la pollution, en fait, comme je vous dis, il y a un ensemble de polluants. On peut essayer de voir ça comme une grande soupe. Il y en a un très grand nombre qui a un effet sur la santé. Merci beaucoup Stéphane. Maintenant, j'ai une question destinée à Particules, donc à Thibaut et Émilie. Donc, pourquoi la pollution atmosphérique est un véritable problème à Marseille? Oui, c'est un véritable problème parce que ça joue sur la santé des Marseillais. Il faut savoir que les normes en fait, de recommandation de l'OMS pour certains des polluants phares qui sont mesurés pour avoir une estimation de la qualité de l'air sont dépassées en fait, à Marseille et largement, ce qui conduit en fait, par exemple, à une réduction de l'espérance de vie pour un trentenaire à Marseille de l'ordre de 7 mois et demi par rapport à une ville qui respecterait les normes de l'OMS concernant les particules fines. Donc voilà, 7 mois et demi de perdu quand on a 30 ans. On estime aussi que si la qualité de l'air respectait une norme de l'OMS, ce serait plusieurs dizaines de décès qui seraient évités pour chacun des polluants qui sont mesurés de manière réglementaire par an. C'est un vrai impact sur la santé et qui est assez tangible et qui joue sur différents publics qui sont plus ou moins sensibles, mais qui nous touchent globalement tous. Je pense que c'est un sujet citoyen qui intéresse de plus en plus tout le monde, parce qu'on est de plus en plus urbanisé, on est de plus en plus soucieux de notre environnement et de notre santé d'autant plus. Et la santé, je pense, c'est un sujet assez important parce que autant certains de nous sommes très écologistes et très portés sur l'environnement, autant tout le monde est porté sur sa propre santé. C'est un sujet un peu plus égocentrique. Et c'est un sujet sur lequel les gens sont malheureusement, peuvent être mieux informés. C'est un sujet très complexe, donc on a besoin de faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est un sujet très scientifique, systémique, avec des influences diverses et variées, et plein de molécules diverses et variées qui ont des impacts divers et variés sur la santé et l'environnement. Pour ajouter juste Marseille, on est la première ville polluée de France, donc on est numéro 1. Voilà. Et aussi l'estimation, oui, elle est de 2500 morts prématurées par an à cause de cette qualité de l'air. Voilà. Par rapport au classement numéro 1, je me permets de rebondir. C'est difficile de classer. En aucun cas, on peut dire qu'en effet que Marseille n'est pas polluée. Maintenant, par rapport à des villes comme Lyon, Paris, voilà, c'est compliqué de mettre un classement. Ça va dépendre ce dont on tient compte. Voilà. Et je ne pense pas que des Parisiens habitant au bord du périphérique soient mieux logés que les Marseillais. Même par rapport à Marseille, tout dépend de là où on habite. Stéphane, c'est vrai que c'est clair que de toute façon, tout décrire Marseille comme un ensemble unique est forcément simplificateur. On peut être d'accord, je pense, de manière macroscopique, que Marseille a un gros problème de pollution et de qualité de l'air. Le but n'est pas de faire des classements. Effectivement, on peut le prendre sur plein de dimensions différentes et je ne suis pas un professionnel de la qualité de l'air. Mais par exemple, le chiffre de la FECOM sur la diminution de l'espérance de vie par rapport à certains polluants, ils avaient considéré une petite dizaine de villes françaises et c'était allé au-delà de la France. Et Marseille était très souvent une des villes les plus impactées, voire la plus impactée. Non, bien sûr, sur le nombre de décès, on a même augmenté dans les dernières estimations. On est passé dans les nouveaux calculs des épidémiologistes au niveau national d'une estimation de 45 000 morts par an à plus de 60 000 morts par an. Donc,
oui, la pollution a des effets sur la santé. Mais peut-être, Colline, est-ce que tu as envie de dire un mot et de te présenter par la même occasion? Oui, rapidement. Moi, je suis journaliste comme Gaëlle pour un média qui s'appelle 1538 Méditerranée. Et il nous est arrivé de travailler sur ces questions, alors sur tout le pourtour méditerranéen, mais on s'était aussi intéressé à Marseille, et plus particulièrement sur la question des bateaux de croisière. Et du coup, c'est vrai que je rejoins Gaëlle, c'est des sujets qui sont plus couverts aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut continuer à donner la parole, etc. Parce que il y a des ONG qui font des boulots, notamment, je me souviens qu'il y avait France Nature Environnement qui avait fait tout un travail sur la pollution aux particules fines, sur la pollution des bateaux de croisière. Mais pour le moment, ça ne change pas forcément les décisions de développement économique et qu'est-ce qu'on met en avant dans le développement de la ville. Et en attendant, par exemple, sur la zone du Panier ou des quartiers nord, c'est vrai qu'il y a des collectifs d'habitants qui commencent à se former parce qu'en fait, ils veulent agir et que les conséquences, elles sont concrètes pour eux et pour elles. C'est-à-dire que moi, on me racontait, par exemple, que quand on ouvre les fenêtres, on a une sorte de poussière noire qui se met sur les meubles, etc. à l'intérieur. Donc tout ça, c'est du concret, en fait. Et donc ces collectifs-là, ils essayent de s'organiser. Je sais qu'au Panier, il y a un groupe d'habitants qui se monte, qui essayent de se faire accompagner d'une avocate qui est spécialiste des questions environnementales. Mais après, voilà, quid de à qui on s'adresse, à quel niveau on porte ce combat aussi, parce que c'est vrai que la ville n'est pas la seule à prendre des décisions sur cette question-là en particulier. Donc voilà, ça c'est le genre de sujets qu'on essaye de faire et de suivre. Simplement pour rebondir et pour revenir sur les données qu'on a, nous, récoltées sur la pollution atmosphérique, c'est effectivement donc, majoritairement via Atmosud. On a la chance du coup d'avoir Stéphane avec nous ce soir. On va d'ailleurs parler de dernières données qui ont été récoltées. France Nature Environnement également. Il y a eu donc on en parlait avec elle cet après-midi, un très beau dossier assez complet de Mediapart sur la pollution en général à Marseille avec tout un focus sur la pollution atmosphérique. L'article sur la pollution en Méditerranée sur les navires de croisière et aussi le travail de Greenpeace qui a été fait en lien avec Atmosud sur la pollution auprès des écoles. Stéphane, si tu peux nous partager les dernières données avec ton partage d'écran. Avec le confinement, on a eu une expérimentation grandeur nature sur un phénomène qu'on n'a jamais pu observer, qui est justement une véritable baisse du trafic routier et de l'ensemble de l'activité humaine, industrielle, sur la qualité de l'air. Sur ce graphe, vous avez deux courbes. Une courbe en pointillé qui représente les données de nos stations de trafic, c'est-à-dire toutes les stations qu'on a qui sont à proximité des grands axes routiers, sur une moyenne entre 2017 et 2019. Et en très bien, ces mêmes stations sur l'année 2020, et donc avec la période du confinement. On voit qu'au moment du confinement, donc le premier confinement qu'on a appelé strict, on a un écart très net qui s'est fait du jour au lendemain entre la moyenne des années passées qui était aux alentours de 70 microgrammes de NOx par mètre cube à 26 microgrammes. Donc on a une diminution de plus de 50% sur toute cette période-là. Donc c'est un changement radical. Et on a dans les centres-villes des phénomènes qui sont vraiment importants. Et on observe que quand on va déconfiner, on a la courbe qui va progressivement rejoindre, tout en restant légèrement en dessous. En moyenne, on est resté en dessous puisque toute l'activité n'a pas reprise, mais on va quand même rejoindre. Et avec le deuxième confinement, on a une baisse, mais qui reste une baisse assez légère comparée à avant. Ce qui est intéressant, c'est quand on passe sur un autre polluant, les particules fines, qui pénètrent assez profondément. Là, on a le même système, on a des stations qui sont éloignées des sources directes, et on a été surpris, parce qu'au début du confinement, sur la première moitié du confinement, comme vous le voyez, on a une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se chauffent au bois sur Marseille, et on a aussi beaucoup de personnes qui en ont profité pour brûler leurs déchets verts. Vous savez que le brûlage de déchets verts produit énormément de particules. Là, un petit peu pour ce qu'on pouvait dire par rapport à ces données-là. Merci pour ces explications. Gaëlle, vas-y, si tu veux rebondir. Ce matin, j'ai reçu un communiqué de presse de l'INSEE PACA
qui évoque la vulnérabilité énergétique des personnes âgées dans les Hautes-Alpes. Ce sont des gens qui ont souvent un très petit revenu, des passoires énergétiques comme logement, et du coup, ils dépensent une proportion phénoménale de leurs revenus dans le chauffage. Et je pense que c'est vraiment des sujets qu'on peut voir de manière structurelle. Au niveau de la pollution de l'air, c'est lié au fait de ne pas avoir suffisamment isolé les bâtiments, et c'est aussi une très grosse source de pollution. Donc voilà, il y a des leviers sur lesquels les pouvoirs publics devraient appuyer, et c'est pas fait assez rapidement, c'est pas fait assez efficacement, alors que ça fait très longtemps que ces solutions-là, on les connaît. Voilà, donc du coup, chiffre après chiffre, donnée après donnée, on constate que la précarité à tous les niveaux, et notamment énergétique, elle s'aggrave, et on ne la résout pas. Voilà. Je dirais que c'est d'autant plus important que l'impact sanitaire de la pollution, elle est sur la pollution quotidienne. Et c'est vrai que il y a beaucoup, les médias nous contactent beaucoup quand il y a des pics de pollution, notamment sur les particules. En fait, c'est le fait d'être constamment à des niveaux de pollution qui ne dépassent pas forcément les seuils réglementaires. Toute cette pollution de fond, elle se travaille au quotidien. Et notamment la pollution résidentielle, on en entend moins parler, c'est-à-dire le chauffage complet, c'est du travail de fond. On va passer très rapidement à la présentation des différents projets. Donc Émilie, Thibaut, je vous laisse présenter Particules. Particules, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est d'abord un projet citoyen qui est né en octobre 2019 et qui est porté par un groupe de 7 bénévoles, des web développeurs, des designers, data scientists, des gens dans la médiation scientifique, des journalistes aussi. Donc, on a essayé d'avoir une équipe multiple pour attaquer ce sujet de la qualité de l'air. Alors, en fait, c'est un projet qui a gagné un concours qui était organisé par la préfecture donc en 2019 et qui a permis donc d'avoir un petit budget et d'entamer en fait un travail donc sur cette qualité de l'air. Ce qui était intéressant avec la qualité de l'air, c'était son aspect intergénérationnel parce que tout le monde respire. Donc des enfants en passant par les personnes âgées à tout le monde, on touche vraiment tout le monde avec cette qualité de l'air. Donc notre intention, c'était d'essayer de la comprendre. Donc c'est vrai que notamment l'étude de Greenpeace avec Atmosud sur l'impact sur les écoles a fait vraiment du bruit, mais aussi parce que ça a touché effectivement un segment de la population et c'est vrai que ça touchait aussi des problématiques de santé. Donc nous, c'est vrai que quand on a commencé, parce que pour la petite histoire, on est vraiment tous des novices dans la qualité de l'air. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer des professionnels et les experts de cette qualité de l'air. Donc, ça allait des gens de l'ARS en passant par Atmosud, des associations comme L'air et moi ou FNE. Donc, c'était vraiment essayer d'avoir un peu le panel de gens qui travaillaient dans ce milieu-là pour justement savoir quelles étaient les préoccupations qui les inquiétaient au prime abord. Et c'était vraiment ces sujets de santé qui revenait tout le temps. Et comme le projet était basé sur l'utilisation des data, on s'est dit pourquoi pas croiser des données justement qualité de l'air et des données santé. On est un collectif de citoyens intéressés et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de données qui étaient visibles. Mais que parfois elles manquaient de médiatisation, de visibilité ou de pédagogie. Et donc c'était le but qu'on avait là-dessus. Et on voulait le présenter sur un axe de compréhension, donc pas uniquement d'alerter les gens, mais essayer d'expliquer à la fois l'état. Donc, par exemple, cette carte nous présente l'état sur un polluant en particulier, qui est les particules fines que Stéphane a présenté, et où on voit donc sur la droite la carte d'Atmosud, de la pollution annuelle moyenne en PM10 en 2017, et à gauche, on voit que c'est quelque chose qui impacte les gens de manière assez importante, puisqu'elle est présente de manière corrélée aux endroits où il y a les plus fortes densités de population dans la métropole. Et aujourd'hui, la ligne directrice de l'OMS est dépassée pour 84% des normes d'Aix-Marseille-Provence, et même bien au-delà, puisque même à 26 microgrammes par mètre cube, ce qui est 6 microgrammes au-delà de cette norme, il y a toujours
240 000 habitants de Marseille qui vivent au-delà de ces seuils. On vit dans une zone qui est assez polluée en particules fines. On peut s'interroger sur quels sont les émetteurs de particules. Principalement, ce sont le résidentiel, donc à savoir le chauffage. Il y a également des origines industrielles et des origines en fait qui sont liées au transport routier. Vous avez également des modes de transport autres que le routier, donc très présents, parce qu'on a quand même un port à Marseille. On a aussi des origines biogéniques, donc ça va être les feux de forêt, le pollen. Donc, par exemple, en 2017, dans le Var, il y avait beaucoup d'incendies, ce qui fait que dans le Var, c'est très présent. Et d'autres sources, comme l'agriculture. Mais en fait, ce qui intéresse les gens, c'est la santé. Pour revenir sur cette étude donc, de la FECOM en 2011, on voit les gains moyens d'espérance de vie à 30 ans dans 9 villes françaises. Et bien, si on diminuait à 10 microgrammes par mètre cube, ce sont les valeurs guides de l'OMS, ces particules fines, et bien à Marseille, spécifiquement, on aurait un gain moyen d'espérance de vie pour des trentenaires qui serait au terme de leur vie de 7 mois et demi. Mais Marseille figure parmi ces villes qui sont assez touchées par cette pollution en particules fines. Dû à son contexte local. C'est une zone qui est très dense, avec beaucoup de transports, avec un port, avec certaines topographies aussi. La métropole, c'est assez éclaté entre Aix, Marseille et Aubagne, ce qui fait que ça engendre beaucoup de transports routiers aussi. Pas mal de raisons locales qu'on pourrait étudier et qui font qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc nous, cette approche, on veut la médiatiser un peu et la rendre auprès d'un grand public. C'est un gros challenge qui permet de mieux médiatiser des données et des études qui sont présentes, un travail qui est réellement fait par les divers acteurs de la qualité de l'air, en faisant un site basé sur les données, qui n'est pas militant, qui se veut informatif, qui cite ses sources et qui se veut grand public. Et le premier axe qu'on fait, c'est essayer de médiatiser un peu les données INSEE et Atmosud, en permettant à tout à chacun d'accéder pour son quartier, aux valeurs en fait, de dépassement de ces normes OMS, et en présentant un descriptif succinct de quel impact ça a sur la santé. Et toute la partie contenu qu'on fait est animée par des bénévoles et coordonnée par Émilie. Donc voilà, les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à ce petit projet. Merci pour cette présentation succincte du projet Particules. On va laisser la parole à Stéphane qui va nous présenter Atmosud. En fait, on est une association loi 1901 avec donc un bureau qui est différents membres. On a des associations qui sont là. On est une association qui a un agrément ministériel pour contrôler notre activité et pour encadrer un petit peu ce qu'on produit. Dans notre conseil d'administration, on a toute une partie des pollueurs, puisqu'on a les industriels, on a les collectivités, on a les services de l'État et on a des associatifs qui sont là-dedans. Mais on a surtout une obligation, c'est l'obligation de publier toutes les études qu'on fait et de rendre publiques toutes les mesures qu'on donne. Une des fonctions, c'est de produire de la donnée sur la qualité de l'air. Et je suis très heureux quand il y a des initiatives, comme on peut le voir avec une particule, qui s'emparent de nos données pour en faire quelque chose. Et on est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Il y en a une par région. Voilà. Et donc, on a là-dedans des techniciens de la mesure, des modélisateurs. On a des gens qui travaillent avec les collectivités, des communicants, des ingénieurs techniciens pour analyser la donnée, des informaticiens. Notre métier, c'est de la surveillance. On surveille la qualité de l'air et donc on met sur la carte les données. Après, justement, à partir de ça, on essaye de travailler avec les services de santé pour faire passer des bons gestes. C'est un énorme sujet, mais vous voyez peut-être, j'ai peut-être croisé ces cabines, c'est nos cabines de mesure. On en a 60 sur toute la région. On a des stations à proximité de source, que ce soit les industries ou les axes routiers, mais on a aussi ces stations qui sont très importantes, qui mesurent le fond, et ça nous donne une idée de la pollution de base. Travailler avec des équipes scientifiques pour aller plus loin, pour mieux connaître la pollution de l'air et continuer d'aller de l'avant. Après, on a aussi des moyens. Là, c'est les écrans que vous voyez, c'est des modulaires. C'est justement un peu les moyens qu'on essaie de trouver pour rendre visible l'invisible. Vous avez aussi devant des microcapteurs, là, pour essayer de travailler avec des associations qui ont envie de rendre les citoyens acteurs de la mesure. On produit énormément de mesures, on produit énormément de données et on travaille avec les différents acteurs pour essayer de les reprendre, on essaie de les vulgariser. Et puis bon, un travail qu'on a, c'est la météo de l'air pour informer les habitants de ces zones-là, qui sont des zones impactées, qui sont des zones avec des situations difficiles, des zones assez pauvres, pour essayer de travailler avec eux et avec des flux de données automatisés pour mettre ça dans des pharmacies pour que les gens soient au courant.
Super, merci beaucoup Stéphane. Donc, Gaëlle, je pense qu'on va analyser qu'une seule photo sur justement comment on rend visible en action citoyenne. Donc, je te propose la photo du chien. C'est une photo que j'ai prise devant, vous reconnaissez derrière les barrières qui entouraient la mairie de Marseille avant le changement de municipalité avec des silhouettes bleues et devant des gens allongés. C'était un die-in qui a eu lieu au mois de mars, le 7 mars, juste avant le confinement. Et c'était très rigolo, ce sont les activistes notamment d'Extinction Rébellion, Alternativa et autres mouvements qui ont organisé ça. Donc des gens se sont maquillés, déguisés en zombies pour dénoncer la pollution de l'air meurtrière et ça s'est achevé en apothéose, comme vous le voyez, en face de la Bonne Mère et devant la mairie, avec même un chien extrêmement bien dressé qui a fait son die-in. C'était, voilà. Et tout le long de la manifestation, les participants interpellaient les passants et leur expliquaient la démarche en donnant des chiffres. C'était argumenté. Et je pense que c'est assez drôle et en même temps percutant comme façon de faire. Donc voilà, moi en tant que journaliste, j'ai apprécié parce que c'était visuellement intéressant, donc pour faire le reportage photo. On a vu 3 choses déjà très intéressantes sur les présentations de projets. Donc Particule, qui est vraiment un projet citoyen sur comment avoir accès et rendre visibles ces données. Et puis potentiellement plus tard, alerter ces élus aussi en fonction de là où on habite. Atmosud qui produit ces données, donc est un élément très important pour tout le collectif citoyen qui veut se monter aussi pour rendre visible cette pollution atmosphérique. Et qui questionne aussi sur les différents types de capteurs qui sont en train d'être mis en place pour que ce soit plus accessible en fait. Et les manifestations qui sont mises en place et qui sont directement comme des zombie walk, une bonne manière de faire parler des effets de la pollution atmosphérique. Donc peut-être Florence, Philippe, si déjà vous voulez aussi vous présenter, poser des questions par rapport à ce qui a été dit. Alors très brièvement, je fais partie d'Alternativa. Et donc, j'ai participé notamment à la thématique de la pollution et de la qualité de l'air pour interpeller les politiques dans le cadre de la campagne municipale, là, parce que effectivement, si la pollution de l'air, elle nous concerne tous, les principaux leviers d'action, malheureusement, ils se situent pas forcément à une échelle collective. Il faut que ce soit une échelle collective qui soit encadrée par les pouvoirs publics, parce qu'on pourra réduire les transports s'il n'y a pas de sollicitation et de plan vraiment réfléchi et actionné pour développer en parallèle des offres de transport en commun, etc. et tout ça, on n'y arrivera pas. Donc c'est sûr que c'est des thématiques qui du coup sont complexes à appréhender parce qu'on se retrouve un petit peu isolé. Il y a des actions un peu concrètes, mais qui n'ont pas forcément une répercussion très directe sur la pollution de l'air. Après, à titre personnel, juste, moi je suis scientifique et je m'intéresse, je suis immunologiste à la base. Et effectivement, j'ai pas mal étudié les problématiques d'asthme en particulier. Et à ce titre, de voir que la qualité de l'air est responsable d'une explosion des maladies respiratoires au niveau de la population ces 50 dernières années, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Alors même si ce n'était pas ma thématique principale, de toute façon, je l'ai abordée au travers de l'étude de ces pathologies-là. Après, voilà, c'est comment pouvoir s'insérer pour pouvoir poursuivre ces actions dans un réseau alliant citoyens, associations, etc., qui puissent effectivement se faire entendre des pouvoirs publics et de pouvoir travailler de façon concertée sur ces thématiques-là, parce que c'est bien ça, au-delà de l'information de tout un chacun, qui va impacter sur le devenir de la qualité de l'air. Donc moi je suis Philippe, donc moi je fais de la vidéo, c'est mon métier de base, mais je viens aussi du milieu scientifique, enfin j'avais fait un peu de biotechnologie, voilà. Et du coup moi la vidéo ça fait quoi sur la qualité de l'air, ça fait un peu moins de 10 ans que je travaille sur la qualité de l'air. Alors c'est pour ça que je peux prendre un peu de recul et dire qu'il y a 10 ans personne n'en parlait, personne. Enfin, je veux dire il y avait pas, on n'en parlait pas. C'était très difficile d'avoir les médias, c'était très difficile d'avoir les gens autour. Et aujourd'hui, on en parle tous les jours.
Et la preuve, il y a cette réunion comme ça, et ça déjà c'est assez positif. Je dis pas que c'est résolu, hein, c'est pas ça, hein, mais je dis que c'est assez positif. Autre point, on a parlé des bateaux. Certes, il y a une grosse pollution des bateaux. Maintenant, la pollution, il faut voir vraiment chacun en soi ce qu'on peut faire. Ça, alors bien sûr, comme disait Florence, il y a les pouvoirs publics qui peuvent faire des trucs et tout ça, mais déjà en tant que particulier. La pollution de l'air, bien sûr extérieure, mais aussi intérieure. On n'en a pas trop parlé ce soir. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir dans la pollution de l'air, notamment intérieure. Et justement, je rebondis aussi sur l'intervention de Florence. J'ai pas mal travaillé en tant que vidéaste aussi avec des insuffisants respiratoires, notamment les BPCO. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. On a parlé des trentenaires, mais les premiers touchés par la pollution, c'est les insuffisants respiratoires. Voilà, c'est les premiers. Et eux, vraiment, quand on parle de pollution de l'air, ça les intéresse au plus haut point. L'insuffisance respiratoire, avant, l'insuffisance respiratoire, je veux dire, je vais généraliser, mais ça arrivait vers les 70 ans. Là, maintenant, il y a des gens de 45 ans qui sont insuffisants respiratoires. Et souvent à cause de la pollution de l'air. Et insuffisant respiratoire, c'est avec de l'oxygène, voilà, avec sa bouteille d'oxygène. Ben, merci Philippe, mais juste pour développer un petit peu, il y a les insuffisants respiratoires, il y a plein de tranches de la population qui sont impactées par des problématiques de la sphère respiratoire, mais il ne faut pas négliger aussi, et ça on s'en rend compte de plus en plus, c'est que la pollution de l'air, elle atteint aussi le domaine cutané. Et il y a de plus en plus de problèmes de peau et d'eczéma, etc., qui sont en lien avec la pollution de l'air directement, qui sont pareils. Pendant très longtemps, la communauté scientifique, en fait, il y avait ceux qui étudiaient les maladies, puis ceux qui étudiaient l'environnement. Et en fait, faute de pouvoir merger toutes ces données-là, il y avait peu de dialogue, en fait, qui se passe dans ces communautés-là. Et là, ces derniers temps, dans les communautés scientifiques, quand même, avec les big data qui arrivent et les capacités d'analyse, on est en capacité de pouvoir intégrer de plus en plus de données qui ne sont pas forcément bien définies. Les particules fines, même dans les méthodes, on va toujours plus loin dans les détections. Mais du coup, tous ces transferts-là, c'est en cours de se faire. Mais c'est pour dire que l'impact sur la santé, il n'est pas que sur la respiration. Il est vraiment sur l'ensemble du corps. On va se rendre compte qu'il va y avoir des effets digestifs. Et voilà, mais c'est très général. Et en effet, on retrouve ces particules fines, il y a des études qui ont été menées, on les retrouve dans le cerveau, on les retrouve dans le cœur, on les retrouve dans le foie. À partir du moment où on descend en dessous du 1 micron, ça passe la barrière qu'on a dans le corps, et ça va rentrer dans tous les organes. Ça va rentrer dans le sang, et ça va se balader de partout. Donc oui, les particules fines, ça a un effet sur tout le corps. Et par rapport aux allergies et au pollen, c'est un phénomène qui a d'abord été observé au Japon, notamment à Tokyo, mais qui après du coup a été observé un peu partout, c'est que l'effet allergisant du pollen est multiplié par la pollution. C'est-à-dire que la molécule de pollen va se combiner et va porter des particules fines qui vont s'agglomérer avec. Donc on a un effet de combinaison des deux. Et en plus, il y a des effets qu'on commence à peine à explorer, qui sont des effets cocktails. C'est-à-dire, OK, on observe les effets un par un, mais quand je suis exposé à plusieurs polluants, et là, ça décuple. Et ça fait des effets encore plus forts. Merci beaucoup pour ce point sur la santé, qui est un point qu'on n'avait pas vraiment eu le temps d'aborder, donc c'est trop bien que ça arrive en conclusion. Et merci à tous d'avoir participé à cette réunion, c'était très intéressant, très enrichissant, et on espère vous revoir pour le 3e. Voilà, très bonne soirée.